Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, Nvidia, taille patron, le groupe américain affirme encore un peu plus sa domination comme étant le premier producteur de pelles et de pioches pour la ruée vers l'intelligence artificielle. Les résultats sont spectaculaires et sont salués par les investisseurs avec un titre Nvidia qui bondit de quasiment 10% en ce moment à Wall Street. Peu après l'ouverture, vous aurez le détail des chiffres clés du trimestre d'Nvidia dans un instant avec Pauline Gratel, mais il faut bien prendre la mesure de ce qui est réalisé par ce groupe qui est peut-être unique dans l'histoire du capitalisme moderne. Le chiffre d'affaires dédié au data center il y a un an était à peine supérieur à 4 milliards de dollars. Un an après, sur le premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires des puces dédiées au data center, l'activité principale évidemment de Nvidia, avoisine les 23 milliards de dollars. Et bien sûr, le cours de bourse n'est pas en reste puisque le prix de l'action Nvidia a largement suivi cette trajectoire de croissance avec un cours de bourse qui a été multiplié par 3 et même peut-être un peu plus sur les 12 derniers mois. L'action Nvidia franchit en ce moment même le seuil symbolique des 1000 dollars. Détail à suivre donc dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis sur le front de la macroéconomie, les surprises positives s'accumulent en zone euro. On l'a vu avec les dernières enquêtes d'activité qui ont été publiées pour le mois de mai. Même si on note la faiblesse de l'activité des services en France pour le mois écoulé, on notera qu'ailleurs en zone euro, tous les indicateurs se redressent sur le plan manufacturier, sur le plan des services également, à tel point que ces indicateurs PMI suggèrent un niveau d'activité au plus haut depuis un an en zone euro. Du côté des salaires, le rattrapage salarial se poursuit également en zone euro. On l'a vu à travers la série des salaires négociés pour le premier trimestre qui a été publiée aujourd'hui. Une donnée importante pour la Banque Centrale Européenne et qui pourrait peut-être soulever encore quelques interrogations sur la capacité de la BCE, non pas à baisser ses taux, mais à mener un cycle de baisse de taux à un rythme rapide. En tout cas, si la baisse de taux du 6 juin est acquise, celle de juillet reste encore en suspens. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous parlerons de la gestion active et de la gestion active augmentée ou comment l'intelligence collective peut permettre de réconcilier les investisseurs avec cette gestion active qui a parfois déçu en termes de performance ces dernières années, notamment face à l'essor de la gestion passive. Ce sont les équipes de Venn Capital et son fondateur associé Pierrick Corbel qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45. Toute la planète marché a les yeux rivés sur Nvidia aujourd'hui. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est avec Pauline Gratel sur Bismart. Ils étaient attendus et ils n'ont pas déçu, loin de là. Je parle évidemment des résultats du premier trimestre de Nvidia. L'entreprise fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 262% au premier trimestre sur un an, soit un peu plus de 26 milliards de dollars. Des résultats qui ont donc largement surpassé les attentes des analystes. Concernant le trimestre en cours, Nvidia table sur un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars. Enfin, l'entreprise fait part d'un nouvel objectif, une nouvelle génération de puces chaque année, c'est-à-dire un rythme doublé. Nvidia annonce une division par 10 de la valeur faciale de son action. Il faut dire que ces résultats suscitent de l'engouement, assez pour faire prendre presque 10% au titre à l'ouverture et plus de 100% depuis janvier. Dans ce contexte, les minutes de la Fed sont passées plutôt au second plan. À ce propos, les investisseurs ont constaté que certains dirigeants de la Réserve fédérale étaient inquiets quant à l'inflation persistante. Et même si le président Powell a mis sur le côté l'idée d'une hausse des taux, tous les membres du FOMC ne sont pas d'accord. Certains disent qu'il ne faut rien s'interdire et en faire plus si c'est nécessaire. Aux États-Unis d'ailleurs, l'indice PMI composite du mois de mai ressort nettement supérieur aux attentes, à 54,4 après 51,3 en avril et contre un consensus de 51,1. Le PMI service est supérieur également aux attentes à 54,8 et le PMI manufacturier aussi à 50,9.
En zone euro, le PMI composite est au plus haut depuis un an. L'indice PMI flash ressort ainsi à 52,3 en mai. C'est le 3e mois consécutif de hausse et l'économie croît plus fortement qu'attendu. Le PMI pour le secteur manufacturier ressort à 47,4 en mai et touche ainsi un plus haut depuis plus d'un an. Concernant le PMI service, il est stable à 53,3 pour le même mois. Seule petite ombre au tableau, il déçoit en France à 49,4 contre 51,8 attendu. En France, autre sujet, le FMI a alerté, le pays ne devrait pas atteindre ses objectifs de réduction du déficit public, objectif déjà revu à la hausse. D'après le FMI, le déficit budgétaire français devrait atteindre 5,3% du PIB cette année, au-delà de l'objectif de 5,1%. En bref, la France doit encore faire des efforts pour ramener la dette sur la bonne trajectoire. Dans le secteur de la tech française, Soitec recule au lendemain de sa publication annuelle. Sans surprise, l'entreprise de semi-conducteurs fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 10% et d'un EBITDA qui recule de 15%. Une publication boudée, le titre est l'une des plus fortes baisses du SBF 120 et perd 4% au cours de la séance. Mais bon, sur le Stoxx 600, l'indice des nouvelles technologies progresse et des valeurs comme ST Microelectronics, ASML, ASMI ou Infineon grimpe aujourd'hui dans le sillage de Nvidia. Enfin, à noter, les élections générales britanniques auront lieu le 4 juillet prochain. Elles ont pour but de renouveler les 650 membres de la Chambre des communes du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, demain d'ailleurs, les investisseurs prendront connaissance des ventes de détail du mois d'avril. Au Japon, l'indice des prix à la consommation du mois d'avril sera publié. Enfin, côté US, les investisseurs regarderont la publication des commandes des biens durables pour le même mois. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Amourda est avec nous ce soir, économiste chez ProBTP Finance. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Je rappelle au passage que vous êtes un des nombreux contributeurs de ce livre et vous êtes membre du think tank BSI Economics, je crois qu'on le prononce comme ça, Hervé, avec cet ouvrage collectif qui a été publié récemment aux éditions Duno, 12 clés économiques pour aborder 2030. Hervé Gouletker est avec nous également, Senior Economic Advisor chez Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Et Axel Bott nous accompagne également. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la stratégie de marché chez Ostrom Asset Management. Nvidia, vous vouliez en dire un mot, même peut-être plus qu'un mot. Enfin, Nvidia et tout ce que ça implique, le développement de l'intelligence artificielle. Enfin, la création de valeur quand même en aussi peu de temps d'un groupe technologique, ça reste quand même une histoire assez exceptionnelle de ce point de vue-là, Hervé. La création de valeur de marché est impressionnante. Alors, sur Nvidia, mais on pourrait dire sur le secteur de la tech, qui performe bien depuis longtemps. Le message que ça envoie, c'est le message qu'on aurait une translation de la création de valeur des marchés financiers à l'économie et que l'on doit s'attendre finalement à un renouveau avec plus de productivité, plus de croissance, plus de distribution de richesses, peut-être. Moi, j'aurais envie de dire deux choses. D'abord, sur l'analyse, il y a quand même un débat aujourd'hui. On voit très en pointe les banques d'investissement, des grands cabinets de conseil en stratégie. Et puis, lorsque l'on voit la littérature plus académique, et j'invite tout le monde, le mois dernier, le FMI a sorti une synthèse de la littérature académique sur le sujet. Et en fait, la littérature académique nous dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela, mais la conclusion, c'est on ne sait pas. Alors, si on ne sait pas, il y a eu d'autres chocs technologiques ces dernières décennies. Il y a eu la micro-informatique, fin des années 70, début des années 80. Après, on a eu la net économie dans les années 80-90. Et en fait, quel est le choc de productivité que l'on a vu ? En fait, oui, il y a eu un choc de productivité, mais finalement pas si important et pas si durable que ça, avec une question, à qui a profité ce choc ?
aux producteurs des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a eu diffusion de ce choc, avec un peu le sentiment que c'est plutôt resté à l'intérieur du secteur? Tout ça pour dire qu'on ne sait pas, et donc l'engouement ne devrait pas pousser à des excès d'investissement. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas la création de valeur économique que l'on attend aujourd'hui. Donc oui à l'engouement, ça on l'observe. Est-ce qu'on sait vraiment où on va? J'ai l'impression que non. D'ailleurs, le marché s'y trompe pas de ce point de vue-là, et j'allais dire avance avec prudence sur cette thématique. Alors oui, Nvidia étant évidemment l'emblème assez facile en matière d'investissement, mais derrière, ça reste assez limité. On trouve quelques sociétés. On essaye de raccrocher le thème IA à pas mal de sociétés. Oui, Schneider, avec l'électrification, participe aussi à l'efficacité énergétique et c'est utile pour des data centers qui vont être de plus en plus gourmands en énergie. Oui, Publicis, avec la création de contenu et la capacité aussi à traiter les données ou à posséder des données, est vu comme un groupe publicitaire qui va bénéficier de la technologie. Mais ça reste assez concentré quand même, je trouve, ce thème dans le marché aujourd'hui. Oui, c'est concentré. Moi, j'aurais envie de dire que cette concentration dit peut-être que, justement, le bénéfice aujourd'hui est visiblement chez les producteurs de technologies correspondants et que les effets bénéfiques dans le reste de l'économie, pour le moment, on ne sait pas très bien. Donc, si c'est comme ça qu'il faut lire le message envoyé par le marché, au-delà peut-être de l'excès de valorisation chez les producteurs, on n'a pas excès, j'en sais rien. Moi, je disais, le prix de l'action Nvidia, il a suivi la trajectoire de la croissance du chiffre d'affaires, en l'occurrence, oui, du chiffre d'affaires, bien sûr. Ça se paye cher, forcément. Mais bon, vu le rythme de croissance, ça peut être justifié au moins pour un temps. Et visiblement, les résultats montrent que ça ne s'arrête pas là sur un trimestre comme ça. Enfin, le trou d'air que tout le monde pouvait craindre sur les commandes ou la demande en produits Nvidia, il n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, et notamment du point de vue des marchés? Est-ce que c'est une action aussi systémique qu'on le dit aujourd'hui? Alors, il y a eu Nokia au moment de la bulle Internet, l'ère Apple, bien sûr, post-grande crise financière, et aujourd'hui, Nvidia, j'allais dire, est l'entreprise la plus regardée au monde sur les marchés. Ce que ça m'inspire, c'est que je pense que après l'Internet, on avait vu une accélération de la productivité malgré tout, sauf qu'elle était moins brutale et plus étalée dans le temps que ce qu'on imagine. Il y a des effets de seuil, d'adoption qui prennent un petit peu plus de temps que ce que les marchés aimeraient bien voir. Et peut-être qu'on est dans cette phase-là, d'où peut-être le risque d'excès au moins temporaire sur les valorisations et l'effet de retour ensuite. Mais je pense que c'est structurant. Si on regarde beaucoup l'effet sur la productivité américaine assez rapidement ou européenne, qu'on voit beaucoup moins. Déjà, c'est très difficile à mesurer. Mais il y a un exemple très concret, à mon avis, c'est dans la production de véhicules électriques en Chine, où l'adoption de l'IA dans les chaînes de production sur quelque chose d'assez nouveau. On démarre from scratch depuis quelques années. Clairement, il y a eu un choc de productivité qui est colossal et qui crée les déséquilibres et la suroffre qu'on a sur ces véhicules aujourd'hui. Donc, il doit y avoir ceux qui vont être capables de l'adopter et de l'adapter à un business model qui existe ou qui est en train d'être développé. Ils vont gagner. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui essayent de se rattacher à la thématique parce que on se rattaché au Bitcoin il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, Nvidia a parfaitement joué ce shift du mining de Bitcoin vers l'IA. Et c'est plus du tout, d'ailleurs, dans leur discours aujourd'hui. C'est fini, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, même si le Bitcoin est peut-être plus élevé maintenant que ce qu'il était avant. C'est plus l'activité. Ils ont réussi ce shift. Et je pense que la deuxième phase, ça va être tous ceux qui ont un business model existant et qui ne soupçonnent pas encore ce que l'IA peut leur faire gagner en termes de part de marché, d'efficacité opérationnelle, etc. Peut-être que par exemple, le suivi des chaînes d'approvisionnement, peut-être que ça aura un apport qui va contribuer à desserrer des contraintes qui existent aujourd'hui. Donc, c'est toujours... Déjà, la productivité est un truc extrêmement difficile à mesurer. On va en parler avec Hervé Amourdin. d'une première chose. Mais ensuite, je pense qu'on ne soupçonne même pas ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces outils. Est-ce que, alors c'est une question qui n'a peut-être pas de réponse aujourd'hui, mais je vous la pose à vous, Hervé Gouletker, Axel Bott. Est-ce que Nvidia a la capacité à devenir un jour un groupe comme Apple,
ou est-ce que c'est un groupe qui restera comme un Cisco des temps modernes? Alors je mets de côté le crash Cisco post-bulle.com, mais est-ce que ça reste un fournisseur de produits hardware, ou est-ce que c'est une entreprise qui a la capacité à se plateformiser, à devenir une entreprise aussi de services, comme l'est devenu Apple, par exemple, aujourd'hui? C'est possible. Il y a un élément, en tout cas, qu'ils n'auront pas, qu'ils auront très difficile à répliquer, c'est la marque. La marque Apple, qui, à mon avis, joue beaucoup dans la valorisation. Vous pensez que la marque Nvidia n'a pas ce potentiel? Pas auprès du grand public, pas auprès de... Je ne sais pas. Mais peut-être. Le problème, c'est que j'ai peut-être trop de gamers dans mon entourage, parce que oui, c'est un biais. Mais quand on a une connaissance du monde du milieu du jeu vidéo, enfin, Nvidia était déjà une marque star auprès d'un public bien précis, effectivement, avant même l'arrivée de l'IA. C'est possible. Ouais. En fait, je crois qu'il n'y a pas de réponse à votre question. C'est une bonne question, mais il n'y a pas de réponse. Mais c'est l'enjeu pour Nvidia, j'imagine, à un certain stade. C'est-à-dire que demain, la création de valeur, en partant de l'équipement, et donc des puces jusqu'aux produits qui seront créés. Voilà, la chaîne de valeur va mettre plus de valeur ici, là, l'amont, l'aval, et ça, on n'en sait rien. Et l'organisation des marchés le long de cette chaîne-là fera que la valeur sera plutôt ici ou plutôt ailleurs. Pour le moment, eux, ils sont en amont de ce processus. Moi, j'aurais envie de dire que, globalement, s'ils veulent contrôler leur marché, l'environnement de leur marché, il faudra qu'ils se déplacent. Il est plus facile pour eux de se déplacer vers l'aval, parce qu'ils sont quand même assez vers l'amont, et donc ils vont le faire. Mais j'imagine que des concurrents et des grands noms de la tech aujourd'hui se disent il faut que l'on n'empêche Nvidia de se positionner plus vers l'aval. Donc on va avoir un jeu d'acteurs de marché, on va avoir peut-être des déplacements de concentration de valeur, et on ne sait pas. Mais vous avez raison, la question est absolument clé. Bon, en tout cas, pour l'instant, tout roule pour Nvidia. De Nvidia à la productivité et au salaire en zone euro, il n'y a qu'un pas. Hervé Amourda, je me tourne vers vous. C'était l'autre événement du jour. Donc, ce rapport sur les salaires négociés en zone euro pour le premier trimestre, qui était très attendu. La zone euro avait mis un focus très important sur ces données. Qu'est-ce qu'il en ressort, et quel peut être l'impact sur... alors, non pas la décision de la BCE le 6 juin, puisque la baisse de taux semble acquise, mais au-delà. Qu'est-ce que ça peut changer dans la fonction et le rythme de baisse de taux anticipé pour la Banque Centrale Européenne? Alors, effectivement, c'était un chiffre très attendu, le chiffre des salaires négociés. Il y a une petite particularité, c'est que ce chiffre, il a légèrement progressé. Donc, on était autour de 4,5, on est passé à 4,7. Quand on regarde dans le détail, il y a une composante assez importante, c'est que tous les paiements one-off sont comptabilisés au moment où ils sont déboursés, du point de vue, donc là en l'occurrence du gouvernement, parce que c'était pour les emplois publics en Allemagne. Il y avait une prime inflation un peu supérieure à 1 900 € pour tous les employés du secteur public en Allemagne. Et donc ça crée, ou c'est responsable de la hausse. Ce que regarde la BCE, en réalité, ce n'est pas cet indicateur. C'est un indicateur qui s'appelle le Wage Tracker. Et le Wage Tracker, qu'est-ce qu'il fait, à la différence du premier? C'est qu'il va lisser ces paiements-là sur 12 mois. Et donc sur les 12 prochains mois. Donc quand on regarde ce nouvel indicateur-là, eh bien en fait c'est flat. On n'a pas d'accélération, on est plutôt dans la continuité. Et je vais même aller un peu plus loin. Si on prend la progression des salaires depuis 2024, qu'on la compare avec la progression des salaires en 2023, l'équivalent de l'acquis de croissance côté salaire, il sera à 4,1%, donc inférieur à la prévision. Alors, inférieur à ce qu'on a eu en 2023, certes, et inférieur à la prévision, mais inférieur à la prévision de la BCE pour 2024. Donc on est 0,2, 0,3 en dessous de la prévision de la BCE. Donc en réalité, c'est plutôt un chiffre qui fait les affaires de la BCE. Mais c'est peu surprenant parce que la Banque centrale, elle a accès à ces données en temps réel, ce Wage Tracker. Et quand on a vu les discours d'Isabelle Schnabel, de Luis de Guindos, encore dernièrement, on se rend compte qu'ils sont vraiment très confiants sur cette première baisse de taux. Mais à un point même qui peut surprendre, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, s'exprime cet après-midi depuis le salon Vivatech. Il dit maintenant, on ramènera l'inflation à l'objectif de 2% d'ici l'an prochain, au plus tard. Mario Centeno, le gouverneur de la Banque du Portugal, il y a 3 jours, nous dit « Inflation is falling ». L'inflation est en train de chuter en zone euro à un rythme, à sustain pace, un rythme soutenu. Donc on a même l'impression que la BCE, ou certains membres de la BCE, sont même
encore eux-mêmes surpris de la vitesse à laquelle l'inflation et les pressions inflationnistes sont en train de s'évanouir. Oui, absolument. Et là, c'est vraiment, ça dépend de l'indicateur qu'on regarde. Et en l'occurrence, je pense que Centeno, il regarde vraiment la variation mensuelle ajustée des variations saisonnières. Et effectivement, on est sur un rythme très fort. Alors attention, le dernier chiffre, on a eu un effet vacances de Pâques avec tous les ponts, etc. Et donc la comparaison avec la période de Pâques de l'année précédente fait qu'on a eu une baisse un peu plus importante. Et donc si on regarde la variation mensuelle de ce chiffre-là, automatiquement, c'est effectivement très fort. En revanche, quand on regarde juste la variation annuelle, et je pense que c'est ce que Villeroy de Galhau a en tête, et bien sur la deuxième partie de l'année, on a des effets de base plutôt positifs. Donc les progrès que nous sommes en train de faire sur le S1 seront bien moindres sur le S2. Et donc finalement, les prévisions aujourd'hui d'inflation de la BCE restent plutôt cohérentes, mais ne seront pas à 2% en 2024. On les atteint, j'allais dire, avec beaucoup de chance fin 2025 et plus durablement peut-être en 2026, comme c'est souvent le cas avec la BCE. D'accord. Moi, je pensais que dans le discours de Villeroy de Galhau, le calendrier était en train même de se raccourcir. Le calendrier vers l'objectif était en train de se raccourcir. C'est pas évident. Enfin, l'objectif, ça reste de voir 2% en 2025. C'est ça. D'accord. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour la BCE, là, notamment ce rapport sur la série des salaires négociés, qui est, comme vous le disiez, plutôt un bon rapport du point de vue de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que ça veut dire que oui, le 6 juin, on y va, et qu'on discute éventuellement d'en refaire une dès le mois de juillet ? Alors, effectivement, pour le 6 juin, là, ça semble vraiment acté. Ça serait compliqué de revenir en arrière. On est très proche, en plus, de la deadline. Et il y a très peu de données, en plus, qui pourraient nous surprendre sur la période, en l'occurrence. Pour juillet, il faut l'annoncer. On sait que des baisses de taux ou des hausses de taux en juillet, c'est très compliqué. Il n'y a pas de liquidité sur les marchés. On ne peut pas faire de baisse surprise. Ça peut avoir des impacts assez importants en termes d'anticipation de taux, en termes de courbe des taux. C'est assez délicat. Donc, en général, les banquiers centraux essayent de se préserver un peu de ce genre de risque. Moi, j'ai tendance à penser que jusqu'à présent, la Banque Centrale Européenne, elle a été data dependent. Donc, elle a toujours dit, on fait ses premières baisses de taux parce qu'on sait qu'à la fin, on va atteindre notre objectif d'inflation. Eh bien, tous les 3 mois, elle a des prévisions d'inflation qu'elle met à jour. Donc ça serait une bonne occasion, à l'occasion de chaque mise à jour, donc en septembre et puis en décembre, bien de se dire, voilà, on refait le point, est-ce qu'on peut ou non baisser les taux, etc. Je mets juste en garde, je le présente peut-être comme si à chaque meeting, ça serait ce qu'on appelle un live meeting, et donc il y aurait une grande période d'incertitude. À mon avis et à mon sens, la Banque centrale a envie de se prémunir aussi de cette incertitude, et elle ne va pas annoncer un chemin de baisse de taux complet, mais elle ne veut pas non plus brusquer le marché. Le but, c'est de rentrer assez rapidement et le plus rapidement possible en pilotage automatique pour justement créer le moins de remous possible sur les marchés. Ah, très intéressant. Bon, pour la Banque Centrale Européenne, il y a le 6 juin et ensuite, est-ce que quelques baisses de taux, ça fait un cycle de baisse de taux ? Est-ce que ça permet, in fine, d'aller chercher un taux neutre, quand bien même il est... toujours un peu virtuel, mais est-ce que c'est l'idée de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ? Moi, je pense que la Banque Centrale Européenne s'est engagée pour le 6 juin et il y a un effet d'annonce. On passe d'une époque à une autre en termes de réglage monétaire et c'est important pour elle, c'est important pour les marchés. Mais la réalité, parce que Hervé le disait, il y a les salaires, mais n'empêche que 4%, ça reste très élevé dans l'absolu, si on garde bien la cible de 2%. Et le problème que l'on a, c'est la productivité. Alors, elle a une dimension structurelle, elle a une dimension conjoncturelle. La BCE se veut rassurante en nous expliquant que, conjoncturellement, le pire est passé et qu'elle va s'améliorer. C'est un discours que l'on peut suivre. Je pense que la cohérence analytique est bonne. Mais bref, on est à du moins 1% sur la productivité, à peu près. Elle va s'améliorer. Mais que diable, elle va s'améliorer à quel niveau ? Et on n'en sait rien. Et c'est là où on vire du conjoncturel au structurel, et on voit bien qu'on parle d'investissement, qu'on parle de R&D, qu'on parle de brevets, de tout ce qu'on veut, enfin de tous les ingrédients de la productivité un peu structurelle, on n'a pas l'impression qu'on va avoir un rebond très fort. Si on veut avoir une inflation durablement à 2%, il faudrait qu'on ait, en simplifiant, des coûts salariaux unitaires autour de 2%. Si on dit que la cible de productivité, c'est 1, il faudrait juste que les salaires soient à 3%. Alors, on peut se réjouir qu'on n'ait pas d'accélération. Ils y vont à 3%, les salaires. Pour le moment, ils n'y sont pas. On est à 4, et on sait bien que le monde a changé, que
les équilibres sur le marché du travail ont changé. Donc, en fait, on peut dire le 4% qu'on a aujourd'hui est un peu fort. Mais une fois encore, est-ce qu'on va passer de 4 à 3 rapidement? Est-ce qu'on va même atteindre 3? Tout ça, on n'en sait rien. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que on peut dire tout ce qu'on veut sur les prix à la consommation, dire 2, on y est presque. Quand on prend en compte tout l'amont des prix, on s'aperçoit qu'on n'y est pas. C'est une situation qui est à l'opposé des États-Unis, à l'opposé parce que les coûts salariaux unitaires aux États-Unis, ils sont à 2% aujourd'hui, avec une inflation, prix à la consommation, elle est autour de 3,5%, pour faire simple. Donc aux États-Unis, on dit on n'y est pas avec un amont qui est bon. En Europe, on dit on y est avec un amont qui n'est pas bon. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion dans ce débat, en sachant que la question de fond, mais que les banques centrales ne veulent pas aborder, c'est que avec les déformations du monde que l'on a aujourd'hui, avec un commerce extérieur qui va apporter moins de désinflation qu'il n'en a apporté, avec des marchés du travail qui vont être plus tendus, eh bien, est-ce qu'on peut encore avoir durablement du 2% ou est-ce qu'on ira vers autre chose? Je pense que il y a une honnêteté intellectuelle à poser la question. Alors, on ne veut pas le faire parce que la crédibilité des banques centrales serait considérée comme étant en jeu ou qu'on ne saurait pas répondre à la question. Mais en fait, je pense que, pour finir, il y a juste tout de même un espèce de mal-être par rapport à cette question des prix et que le discours de nos amis de la BCE, je trouvais un peu simple par rapport à une réalité qui, pour moi, est compliquée. Donc, ça implique, en tout cas, que la BCE restera beaucoup plus data-dependent que ce qu'on peut imaginer, c'est ça, Hervé? Alors, Hervé Amourda estime qu'à un moment, on ira peut-être, en tout cas, la BCE a cette volonté d'aller chercher un mode de pilotage un peu automatique pour essayer de ne pas générer de volatilité, justement, chez les agents et dans les marchés. Vous dites que ce sera difficile peut-être pour la BCE de se mettre sur ce rail-là. Moi, je pense que ça sera difficile, mais finalement, c'est peut-être pas aussi grave que ça, parce que, en fait, on a une économie dont le financement est moins indexé maintenant sur des taux variables que sur des taux fixes. Et dans ce cas-là, la vraie question, c'est plutôt le niveau des taux plus loin sur la courbe que les taux extrêmement courts. Et donc, en fait, même si elle patauge un peu sur ce qu'on fait avec les taux courts, si on garde le cap de taux longs, qu'on arrive à peu près à maîtriser à des niveaux pas trop élevés, elle sera contente. Ouais. Bon, Axel, sur ces sujets de politique monétaire, déjà, est-ce que les anticipations de marché, alors qui ont été très volatiles, cette baisse, 0, est-ce qu'il faut monter les taux côté Fed, etc., ça a un peu moins bougé côté BCE, mais est-ce que ce que le marché anticipe aujourd'hui paraît quand même plus raisonnable, plus rationnel, plus en lien, en consistance avec ce qu'on peut anticiper sur le plan de la conjoncture et ce que disent les banquiers centraux aujourd'hui? Oui, mais je pense que c'est un équilibre presque endogène au marché. C'est-à-dire que les marchés, quand vous regardez par exemple les anticipations d'inflation, les marchés depuis très longtemps voient l'inflation en dessous de 2 au 3e trimestre. Ouais. Avec tout ce qu'on vient de dire, et je souscris tout à fait, il y a assez peu de chances que les déterminants intrinsèques de l'inflation nous amènent à une inflation aussi rapidement en dessous de 2%. Ça peut toujours arriver pour des effets liés au pétrole, de la volatilité, mais il y a pas mal de choses qui repartent dans le mauvais sens. Sur les matières premières, on regarde les métaux, par exemple. Alors, ça n'a pas d'effet direct sur les prix à la consommation, mais il y a quand même... on est aussi dans une dynamique de reprise, donc le risque d'être à contre-temps du cycle et du pouvoir d'achat des ménages. On sait qu'on a passé 5 trimestres où il y a la conso qui se contractait, et ça a sans doute joué un petit peu plus qu'aux États-Unis dans le ralentissement des prix. Ça va s'inverser mécaniquement avec le retour des gains de pouvoir d'achat. On est toujours au plus bas historique sur le marché sur le taux de chômage. Donc, il n'y a aucune raison que le pouvoir de négociation s'inverse aussi de ce point de vue. Donc, les déterminants de l'inflation vont pas dans le sens, et je pense que d'une décélération pérenne de l'inflation d'une part, et en plus la BCE est totalement schizophrène sur sa politique bilancielle qui fait exactement l'inverse que de la promesse des baisses de taux. Donc c'est en plus l'articulation des instruments monétaires de la BCE est très compliquée à appréhender, puisqu'on va diminuer le bilan de quasiment 800 milliards cette année, et dans le même temps, on veut baisser les taux, ce qui n'est pas possible. Enfin, sauf qu'on bricole dans les deux sens, avec en plus une batterie d'outils au cas où qui ne veut rien dire non plus. Donc, je pense que la BCE elle-même s'est auto-convaincue qu'il fallait baisser les taux, mais en réalité, il y a même une raison de le faire.
on est vraiment dans le cas, je pense, où la dépendance aux données montre ses limites ou son problème conceptuel, c'est-à-dire qu'on réagit au dernier chiffre d'inflation alors que ça n'a aucune espèce d'importance vu l'horizon de la politique monétaire sur ce qui va se passer. Donc, et la BCE est typiquement dans ce piège-là. Je pense qu'il y a énormément de pression politique aussi pour baisser les taux en juin. Ah oui. Et on va le faire. Oui. Il y a quand même 2 ans de stagnation économique. Alors je sais que c'est pas le mandat, que c'est la stabilité des prix, etc. Mais faire en amont alors. Je oui, sais pas. Mais ça fait partie quand même aussi de la stabilité qu'on recherche, d'avoir un peu d'activité économique, quoi. Et c'est une stagnation qui n'a pas eu d'incidence du point de vue du chômage, par exemple. Quand on a une vraie récession, le chômage va à 10, on a des destructions d'emplois, on a beaucoup de faillites. On n'a pas vu ça du tout. Alors, si vous dites que si vous vous interrogez sur la pertinence de baisse de taux côté zone euro, qu'est-ce que vous dites pour la Fed là aujourd'hui ? La Fed, je pense, a un accord tacite avec le Trésor pour alléger le coût de la dette publique américaine. C'est la seule raison de vouloir baisser les taux. Et de fait, l'assouplissement monétaire, il a commencé avec la réduction du quantitative tightening qui a été annoncé. Oui. Donc la Fed va réinvestir 300 milliards de plus, ou même un peu plus, que ce qui était prévu initialement. Donc c'est ça l'enjeu. Et Powell exclut de monter les taux. C'est un signal qu'ils vont les baisser, whatever. L'inflation, elle est plus à 10% quand même, Axel. Si la Fed ou si la BCE ne font rien alors que l'inflation a quand même considérablement baissé, ça veut dire que le niveau de restriction monétaire ne fait que s'accroître. Oui, mais la politique monétaire fonctionne dans la mesure où vous influez sur la demande. C'est le seul impact que ça a, en tout cas à l'horizon relativement prévisible de 6-12 mois, un petit peu plus. Donc, il n'y a aucun signe que la demande américaine ait été faible ces derniers temps. Donc, il n'y a aucun signe que ce soit la politique monétaire qui soit à la source de l'amélioration de l'inflation, qui d'ailleurs ne tient qu'à la normalisation des chaînes de production, même si ça est en train de patiner de nouveau. Et tout ce qui est sensible ou extrêmement sensible au taux, finalement, est reparti à la hausse déjà. Et donc, est-ce qu'on a fait suffisamment pour diminuer l'inflation qui provient du secteur du logement, par exemple ? Probablement pas. Probablement pas. On ne construit pas assez. Il faudrait détruire de la demande si on voulait diminuer l'inflation qui provient du logement. Améliorer les conditions d'offre, effectivement, pour construire plus. Quoi. Ça c'est difficile. Oui. Et l'immigration tourne à plein régime, ce qui est un des facteurs qui, normalement, doit se retrouver dans la capacité de production. Mais ça ne fonctionne pas, en fait. En tout cas, ça reste très insuffisant. Et donc, qu'il doit baisser les taux quand votre principal problème d'inflation, c'est l'immobilier, c'est antinomique aussi. Les prix de l'immobilier dans les grandes villes résidentielles, dans les grandes villes américaines, est au plus haut historique. Enfin, je veux dire, dans les 20 plus grandes villes américaines. Hervé, sur ces considérations, ce match Fed-BCE, et puis l'idée de savoir quelle forme va prendre ce cycle de baisse de taux. Alors, je veux bien qu'on revienne aussi sur la question de la productivité. Vous travaillez là-dessus, là, en ce moment, au sujet d'un possible rattrapage, quand même, de productivité en zone euro. Alors peut-être pas dans la magnitude de ce qu'on a pu voir aux États-Unis, mais partant de -1, comme le rappelait Hervé Goulet-Kerr, il y a quand même un peu de place, vous dites, pour retrouver un peu de gain de productivité, au moins pour un temps ? Oui, absolument. Alors moi je pense que c'est surtout une opportunité à saisir. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'effet conjoncturel et l'effet structurel. Et on ne rattrapera pas notre retard de productivité en zone euro, ça c'est absolument certain. Ça reste notre plus gros problème, c'est le plus grand mal de la zone euro véritablement. Mais on a une vraie opportunité puisque le commerce international freine et ralentit, enfin a beaucoup ralenti ces 2 dernières années, pourrait repartir légèrement avec le départ de la Chine. On sait que l'intensification du commerce international est plutôt favorable aux gains de productivité. On sait qu'on a un problème aussi de balance commerciale avec les excédents allemands, avec notre déficit commercial français. Et tout ça, pour moi, c'est une opportunité pour que la productivité, pour que les gains de productivité, finalement, soient un peu plus pérennes et qui, en tout cas, nous permettent de gommer ce type d'écart-là. Maintenant, demande externe un peu ravivée, ça génère alors de la production et des gains de productivité derrière. Exactement.
Et en l'occurrence, là où on a un peu de chance, c'est que d'habitude, la productivité, quand vous le demandez à un économiste de faire des prévisions sur la productivité, c'est peut-être la dernière chose que l'on a envie de prévoir. C'est ça. Il y a peut-être les profits juste avant ça, parce que les profits, c'est vraiment un résidu, mais je pense que la productivité, c'est ce qu'on essaye d'éviter le plus possible. Et là, en l'occurrence, on a de vrais arguments, en tout cas à très court terme, conjoncturels, qui sont la rétention de l'emploi que l'on a connu depuis la pandémie et puis ensuite pendant la crise. On a vu une baisse, alors non pas de l'emploi pendant la pandémie, parce que celui-ci a été préservé avec la politique du Kurzarbeit allemand qui a été vraiment généralisée à l'ensemble de la zone euro, mais plutôt sur le nombre d'heures travaillées. Ça a baissé, donc le nombre d'heures travaillées par employé. Et ce nombre-là, n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Donc on parle effectivement de plein emploi, on sait que le marché de l'emploi est assez dynamique en zone euro, alors il est beaucoup plus aux États-Unis, mais pour la zone euro c'est quand même assez notable. Et bien en l'occurrence, on a malgré tout ce retard à rattraper. Le plein emploi peut encore s'améliorer de ce point de vue-là. En tout cas, la participation peut encore s'améliorer. Et ce qui a été fait sur la période, c'est qu'on a augmenté le travail temporaire. Donc en fait, on a vraiment augmenté les dénominateurs. On l'a préservé dans un premier temps avec la rétention de l'emploi et on l'a augmenté légèrement pour compenser cette baisse du nombre d'heures travaillées. Bien tout ça, ça a une fin. À un moment donné, aujourd'hui, alors ça a été fait parce que les marges des entreprises étaient élevées, ça a été fait parce que les salaires réels étaient faibles, donc ça coûtait peu cher de retenir cette main-d'œuvre. Aujourd'hui, avec la désinflation, tout ça va commencer à disparaître, les marges vont se tendre un tout petit peu, et donc on aura moins la possibilité de retenir cette demande, et on voit l'activité qui... Alors on l'a dit tout à l'heure en introduction, avec les PMI qui commencent à repartir. Certes, c'est encore assez faible, c'est vraiment les balbutiements de la reprise. Mais a priori, sur le S2, on peut imaginer une croissance un peu plus positive. Donc là, pour le coup, on a de moins en moins d'incertitudes, en tout cas à court terme, sur ces gains de productivité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit avant sur l'innovation, mais effectivement, il y a aussi quelque chose à saisir, peut-être, de ce point de vue-là. Et puis, le dernier élément qu'on n'a pas trop abordé, parce qu'il est jamais très intéressant, mais je pense que malgré tout, il est assez structurant dans le constat, c'est les problèmes de calcul de la productivité. Et effectivement, on parle de productivité du travail essentiellement, là, dans notre échange, parce que c'est très conjoncturel. La productivité globale des facteurs sur la croissance potentielle et qui vraiment compte pour le coup en capacité productive de l'économie, bien celle-ci non, ne prend pas en compte l'innovation, l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est uniquement le résultat et toute la résultante des gains de productivité de ces nouvelles technologies que l'on va capturer. Mais ce n'est pas directement ces nouvelles technologies. Donc là aussi, il y a peut-être un problème de mesure encore qu'il ne faut pas oublier parce que peut-être qu'on nous cache quelque chose. Ça fait partie des casse-têtes extrême pour les économistes, ces questions de productivité. Si je reviens à quelques baisses de taux en zone euro, puisqu'il y en aura forcément une, s'il y en a une, il y en aura deux, j'imagine, et peut-être même trois. Qu'est-ce que ça change justement au profil conjoncturel là, du moment pour la zone euro? Est-ce que 50, 75 points de base de baisse de taux, est-ce que ça a un impact macro et à quel rythme, à quelle vitesse on peut le voir et sur quel type d'activité? Alors, ça a d'abord un impact marché, je pense essentiellement, qui ensuite peut se transmettre dans les conditions de financement et pourrait libérer le marché de l'immobilier puisque finalement c'est le seul marché qui a vraiment... j'allais dire, intégrer ces hausses de taux et cette normalisation de la politique monétaire. Parce que sur ce sujet, moi, je rejoins Hervé et Axel. L'impact de la politique monétaire sur la désinflation, il est encore à prouver. Et donc, l'impact finalement de ces baisses de taux sur l'économie, il est tout aussi ténu. Donc voilà, non, moi, j'aurais tendance à pas trop espérer de 50, 75 points de base. D'autant que voilà, on a une activité qui repart un petit peu, on a une demande qui est restée aux États-Unis très solide, en zone euro qui est plutôt résiliente et qui commence à repartir légèrement. Donc voilà, c'est plutôt la désinflation qui va aider la demande plutôt que les baisses de taux. Bon, grande prudence, donc j'entends sur alors à la fois le rythme de baisse de taux et l'impact des baisses de taux. Néanmoins, Axel, qu'est-ce que ça peut générer comme effet alors sur l'activité économique et sur les marchés? Est-ce que tout est parfaitement intégré aujourd'hui? Est-ce que c'est même peut-être un sell the news à un moment auquel il faut s'attendre? Ou est-ce qu'il y a quand même matière à, je sais pas, générer encore une dynamique ou des vents porteurs pour les marchés à travers ces baisses de taux attendues? Je ne pense pas qu'on soit dans la logique sell the news, justement, puisqu'on l'a vu un petit peu avec les données légèrement moins bonnes aux États-Unis. Il n'y a pas eu de dérapage des marchés très significatif. C'était plutôt un peu avant, mais c'est reparti plutôt à la hausse.
ensuite, et ça a entraîné un peu toutes les bourses mondiales. Donc je ne crois pas qu'on soit encore dans cette logique-là. La réaction de cet après-midi sur le PMI nous dit plutôt que celle de good news. Ouais, donc c'est un petit peu ça, et ça remet en jeu ce qui est l'effet le plus direct sur les marchés, c'est les anticipations de taux d'intérêt toujours. Et donc si Powell était pris en défaut ou est contraint de dire que non, finalement, on va peut-être les monter les taux. Là, clairement, on aurait une correction boursière. C'est pour ça qu'ils évitent au maximum d'arriver à cette logique-là. Après, moi, je suis étonné de l'absence totale de volatilité sur les spreads de souverains, de crédit, le high yield qui continue de se resserrer également. Un calme olympien. Un calme olympien. Il y a quelque part, les marchés sont un petit peu... à l'inverse de la logique, où c'est l'actif sans risque qui est de loin le plus volatile, et les anticipations de taux et la courbe des taux qui... Même si le move a baissé quand même sur les marchés obligataires. Le move a quand même baissé un petit peu, mais il reste quand même sur des niveaux sensiblement plus élevés que ce qui pourrait être, puisqu'il y a quelque part, là, il n'y a pas de mouvement monétaire depuis un certain temps, donc ça aurait dû un petit peu écraser la volatilité taux, mais les anticipations continuent d'aller dans tous les sens. Et donc ça crée toujours une forme de volatilité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Un petit peu sur le yen, on peut s'amuser sur le yen, mais c'est assez remarquable, cet effet contre-intuitif peut-être, où l'actif sans risque est le plus risqué. Bon, le piège, c'est peut-être après le 5 novembre. Alors là, pour le coup, quand vous regardez la structure par terme de la volatilité, clairement, il y a une inflexion après novembre. J'imagine. Sur l'euro-dollar, sur un certain nombre de... Ça paraît tout à fait légitime. Et là, pour le coup, c'est la principale... Ça paraît légitime. Parce que tout peut changer. Enfin, on a des hypothèses. Alors, si Jérôme Powell ne nous dit pas qu'il va monter les taux là dans un prochain mouvement, 2025, sous une hypothèse Trump, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, ça peut poser aussi un problème à la Fed. Pourquoi pas, s'il y a un dérapage budgétaire extrêmement violent, en tout cas même annoncé, ça peut avoir ce type de... on peut avoir une repontification violente de la courbe éventuellement. Peut-être qu'on arrêtera la baisse du quantitative tightening, et peut-être que la Fed sera moins conciliante s'il y a une attitude délibérément irresponsable du point de vue budgétaire. En tout cas, il y aura de la volatilité, quoi que Trump dise, s'il est élu. Ça, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Et pour autant, la volatilité aujourd'hui, elle est extrêmement faible. Le VIX, en tout cas sur les actions, ou effectivement sur les actifs risqués. C'est peut-être le manque d'idées. On va parler beaucoup d'NVIDIA, c'est un gros marqueur. On aurait pu dire qu'il y a ça se passe bien, bon. Les médications anti-obésité, c'est un deuxième marqueur, mais finalement, pas tant d'idées que ça. Et un marché qui est dominé. À mon avis, c'est rarissime de voir que les résultats d'une boîte étaient tellement attendus depuis quelques jours, presque autant qu'un meeting de la Fed. Plus peut-être plus. NVIDIA plus fort que Jeff Powell. Ça, c'est assez rare. Bah oui, on l'a vu, c'est ce que je disais. Alors moi, j'ai pas connu Nokia. Si, j'ai connu Nokia, mais dans ma poche, mais je suivais pas les marchés à cette époque-là. Mais on m'a raconté que c'était déjà un peu de cet acabit. Nature-là. Et puis Apple, au moins sur quelques trimestres ou une paire d'années, les résultats d'Apple chaque trimestre, c'était l'événement mondial pour toute la planète finance. On parlait du risque de volatilité post-5 novembre, du risque peut-être pour les marchés obligataires, etc. Mais ça nous amène à dire un mot quand même du Royaume-Uni, qui a été un des seuls pays G7 récents à avoir connu un vrai choc ou un vrai stop mis par les marchés sur des annonces budgétaires jugées un peu trop hasardeuses. Donc ça, c'était l'épisode Liz Truss en moins de 50 jours. Voilà. Donc, nouvelle étape dans la vie politique britannique avec des élections qui arrivent beaucoup plus vite que prévu, le 4 juillet prochain, Hervé. Oui. Alors, beaucoup plus vite. Un peu plus vite, parce que le Premier ministre avait promis au second semestre. Et donc, il tient sa promesse en tapant sur vraiment le tout début de la période. Moi, je pense que ce que l'on doit dire, c'est que si le Premier ministre appelle les élections maintenant, c'est sans doute parce qu'il considère qu'on est à un moment économique qui est relativement bon. On a eu la croissance du premier trimestre, 0,6%, alors aidé par des bizarreries sur le commerce extérieur. Le reste est quand même beaucoup plus terne, mais n'empêche qu'on peut afficher, ça va mieux. L'inflation, on est tout près de la cible. Alors, c'est un peu comme ailleurs.
c'est un peu artificiel, cela n'empêche qu'il peut vendre la cible. Et donc, on est dans un environnement économique, sans doute, où il s'est dit, la fenêtre n'est pas merveilleuse, elle n'est pas vraiment ouverte, c'est la moins mais pire. ça risque d'être moins bien après. Donc c'est pour ça qu'il se lance dans cette aventure. Bon, ce que tous les sondages nous racontent, et je pense que le bon sens va un peu dans cette direction, c'est-à-dire que les conservateurs ont quand même une probabilité élevée d'être sanctionnés parce qu'ils ont vendu une histoire, la sortie de l'Europe, qui allait apporter des fruits sucrés au Royaume-Uni. Et pour le moment, depuis 2016, depuis 2020, les fruits sucrés, on les attend toujours. Oui. Et donc, on a en face une offre travailliste qui est raisonnable. C'est-à-dire que le parti travailliste s'est déplacé nettement vers le centre, a un leader qui paraît quelqu'un de posé, de réfléchi. Donc l'offre est critique d'un côté, et plus séduisante de l'autre. D'accord. Et donc, en fait, on a envie de se dire que c'est un changement politique qui va se produire. Et finalement, après toutes ces années, finalement, qu'il y a une respiration démocratique, c'est pas mal. Est-ce que ça va nous changer la trajectoire économique du Royaume-Uni et faire que les investisseurs vont voir les choses autrement ? La trajectoire économique, je ne crois pas. Par contre, on aura un sentiment de stabilité plus grande, et ça c'est bien. On aura aussi sans doute l'espoir d'un rapprochement avec l'Europe qui mettra plein de temps à venir. Il n'empêche qu'on se dira, on ne va pas avoir de crispation. Et donc à ce titre-là, on va peut-être réévaluer un peu à la hausse les actifs britanniques, mais le chemin pour gommer quand même la sottise qui était celle de sortir de l'Europe, le chemin va être très long. Bon, Keir Starmer, c'est le nom du leader travailliste qui sera potentiellement potentiellement le futur Premier ministre. Ce sera le 5e en 6 ans, je crois, pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Goulet-de-Quer, Senior Economic Advisor chez Accuracy, Axel Bott, directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management, et Hervé Amourda, économiste chez Pro BTP Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion active, et plus précisément de la gestion active augmenter, ou comment l'intelligence collective peut bénéficier à la gestion active et peut-être même permettre de réconcilier les investisseurs avec la gestion active. C'est Pierrick Corbel qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique. Bonsoir Pierrick. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes associé fondateur de Venn Capital, qui est une société, alors qui n'est pas une société de gestion, mais qui est une société qui fête ses 5 ans, en tout cas au cours de cette année 2024. Votre métier, c'est justement de réfléchir, d'apporter de l'innovation pour bâtir des stratégies d'investissement pour le compte de clients investisseurs institutionnels, notamment Pierrick. Racontez-nous un peu la réflexion qui vous a amené avec votre associé à fonder Venn Capital. Donc c'était il y a 5 ans, 2019, avec une expérience longue, senior, on va dire, dans les métiers de la gestion d'actifs. Quel est le constat que vous avez dressé justement sur les failles ou les faillites de la gestion active, et quelles solutions est-ce que vous avez apportées au marché ? Oui, alors vaste sujet. Merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau. Alors en effet, Venn Capital, c'est une société que j'ai cofondée en 2019 avec mon associé Dimitri Boimard. Une société qui est spécialisée dans la conception et la promotion de stratégies d'investissement action, des stratégies innovantes qui, à notre connaissance aujourd'hui, sont uniques en Europe. Alors pour donner quelques éléments de contexte, en effet, Dimitri et moi, nous avons poursuivi des carrières respectives assez parallèles pendant une quinzaine d'années dans le domaine de la gestion d'actifs. Et nous avions fait le constat d'une certaine problématique chez les investisseurs en actions qui, aujourd'hui, ont de la peine à percevoir, en tout cas, capter la valeur ajoutée qu'il peut y avoir au sein de l'offre d'investissement qui permet de s'exposer au marché actions. En résumé, on a des investisseurs qui sont généralement tiraillés entre l'offre historique de gestion active, qui est de plus en plus souvent perçue comme décevante, et à notre sens parfois pour de mauvaises raisons, et puis l'offre de gestion passive qui ne vise entre guillemets qu'à répliquer la performance des indices de marché, et donc qui
par définition, ne portent pas de promesse de surperformance. Donc, chez Venn Capital, nous avons la conviction qu'il existe un espace d'innovation qui, en effet, peut permettre de réconcilier les investisseurs avec la gestion active. Mais renouer avec la création de valeur, ça passe notamment par une rupture avec la pratique actuelle. En effet, on a une offre de gestion active dans son ensemble qui est souvent devenue peut-être trop édulcorée. Et puis qui, par ailleurs, demeure généralement peut-être trop dépendante de décisions individuelles qui sont, par définition, subjectives, biaisées, et donc parfois faillibles. Donc c'est autour de ces réflexions qu'on a voulu lancer une approche innovante qui vise en fait à concentrer l'intelligence de gérants d'exception au sein d'un seul et même portefeuille, et donc en venant adresser cette problématique de biais qui existe à l'échelle individuelle, en fait. Votre métier, c'est d'aller sélectionner des gérants. C'est un peu d'aller sélectionner des gérants et, à partir de cette réflexion, de construire des stratégies en fait, qui sont, encore une fois, assez singulières aujourd'hui dans le paysage d'investissement. Juste un mot encore sur le constat. Quand vous dites la gestion active a pu décevoir parfois pour de mauvaises raisons, qu'est-ce que vous voulez dire? Et dans le même temps, vous dites la gestion active, c'est peut-être un peu trop édulcoré. Ça veut dire que c'est plus une gestion de conviction aujourd'hui, en tout cas perçue comme telle par les clients et les investisseurs finaux. Je pense que ce sujet de déception qui a pu être généré et peut-être de création de valeur qui s'est un peu dilué, ils sont liés. C'est lié. En fait. C'est-à-dire en fait, quand on écoute les promoteurs de la gestion passive, souvent, l'argument qui est mis en avant pour expliquer une espèce de sous-performance structurelle de la gestion active, c'est l'argument des frais. Alors, soyons clairs, cet argument des frais, il est mathématiquement irréfutable, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des frais élevés, moins la performance que vous allez rendre... Nette de frais sera importante, c'est clair. Donc, hypothèse, on est d'accord. Oui. Par contre, la conclusion, je pense qu'elle est trop manichéenne, c'est-à-dire que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. En fait, il y a toujours des gérants actifs talentueux, mais ils ont certainement été noyés dans une offre qui s'est élargie, qui s'est édulcorée, avec des fonds qui ressemblent peut-être un peu trop, au niveau de la gestion active, de plus en plus aux indices. Donc, si vous avez des fonds qui vont coller aux indices et que vous rajoutez une couche de frais, oui, là, vous avez la recette la formule de l'échec, quoi. Exactement. Non, mais tout à fait. Donc, en fait, nous, le premier pilier de réflexion, en fait, c'est d'opérer un retour aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut proposer, en tout cas, nous, on souhaite proposer des stratégies de gestion qui soient différenciantes, qui soient concentrées sur un certain nombre de valeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on construit des stratégies qui sont équipondérées sur 30 convictions. Ouais, c'est ça. Avec une vraie promesse d'alpha, effectivement, pour l'investisseur. Comment ça se passe, justement, concrètement? Et je disais, votre domaine d'expertise pour ramener, réconcilier la gestion active et les investisseurs se fonde sur l'intelligence collective. Il y a beaucoup de travaux académiques déjà autour de la finance comportementale qui sont contemporains aujourd'hui. Concrètement, comment on passe de ces travaux académiques autour de la finance comportementale, de l'intelligence collective à... Alors, il y a deux portefeuilles, il y a un portefeuille américain, un portefeuille européen, grande capitalisation, à deux portefeuilles avec 30 lignes chacun. Oui, alors là, on a pas mal de sujets à adresser. La première chose, c'est que cette problématique de biais, en fait, de biais cognitifs, de biais comportementaux qui sont mis en lumière depuis quelques décennies maintenant par la finance comportementale, c'est encore un sujet qui n'est pas vraiment démocratisé. C'est-à-dire que si on remonte quelques décennies en arrière, on va dire l'hypothèse centrale dans tous les modèles économiques et dans la finance par extension, c'est la rationalité des investisseurs. Alors, individuellement, on sait bien que quand on touche à notre patrimoine, notre épargne, nos investissements, en fait, il y a quand même une dose de psychologie. D'émotion même. C'est indéniable. En fait. Et c'est ce que la finance comportementale est venue mettre en lumière. C'est-à-dire que ce modèle d'investisseur rationnel, froidement réfléchi, en réalité, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est des êtres émotionnels, on est porteur, parfois on prend des décisions sur le coup d'émotion, on est porteur de biais, en fait, on va réfléchir selon des schémas de pensée, des raccourcis, et ça peut nous amener à faire des sorties de piste. Donc c'est autour de cette réflexion qu'on a développé nos stratégies. Chez Venn, on est convaincu que les biais vont pouvoir engendrer des phases de surperformance au sein même du gestion active, qui finalement est généralement centré sur un individu, en fait. Ouais. Et donc, on a cherché une solution qui permettrait de répondre à cette problématique de biais qu'on rencontre à l'échelle individuelle. En lissant, en gommant ces biais personnels, affectifs, psychologiques et émotionnels. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas tous des êtres froidement rationnels. Il y a une dose d'émotion qui subsiste. Et puis que, par ailleurs, en tant qu'être humain, on est tous différents. Et donc, on ne va pas être porteur des mêmes biais. Et puis même pour certains biais cognitifs, comportementaux qu'on retrouverait chez l'ensemble des individus, qui sont un peu, on va dire, transverses, on ne va pas les porter dans la même amplitude et puis on ne va pas les exprimer au même moment. Donc c'est autour de cette réflexion qu'on a cherché à développer une stratégie qui capitalise sur le bon sens de la gestion active, mais en venant gommer cette problématique de biais. Et en effet, la réponse qu'on a trouvée, c'est le concept d'intelligence collective. Alors,
l'intelligence collective, pour le résumer simplement, ça part d'un constat qui est que quand vous prenez un groupe d'individus qui soit suffisamment large et diversifié, tout le savoir, toute l'information que vous allez avoir au sein de ce groupe d'individus, il va tendre à s'additionner, alors qu'au contraire, les biais, la subjectivité va se neutraliser. Exactement. Et donc, nous, en fait, notre démarche, ça part de cette idée qui est assez peu présente encore, assez peu développée au sein du monde de la gestion d'actifs, de la finance, mais qui est une idée qui est très ancienne, en fait. Et qui est puissante, même. Très forte. Puissant. Oui, bien sûr. Exactement. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se dire que quand vous avez un bon gérant qui valide un cas d'investissement, c'est déjà un signal qui est puissant, mais qui reste porteur de toute sa subjectivité. Par contre, si vous avez un groupe de plusieurs bons gérants indépendants, diversifiés, avec des sensibilités différentes qui valident ce même cas d'investissement, dans ce cas-là, les raisons objectives, elles vont se cumuler, alors que la part de subjectivité, les biais, ils vont se neutraliser. Et typiquement, quand vous achetez une action, des biais, il peut y en avoir énormément. Vous pouvez... je ne sais pas, avoir une sympathie ou une antipathie pour le management, un affect ou un désamour pour les produits. Vous pouvez aussi avoir un historique de performance sur le titre qui a fait que vous êtes un peu tombé amoureux de la valeur, exactement. En fait, que vous êtes un peu moins... Même pour les professionnels, c'est bien dans ce cadre-là que effectivement, y compris pour des professionnels, ça reste des pièges. La phase concrète, justement, comment est-ce qu'elle se traduit, Pierrick? Et je disais, votre métier, c'est de sélectionner des gérants, mais il y a un peu cette idée-là. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fonctionne? L'idée, c'est d'aller capitaliser sur les évolutions technologiques qui portent l'ensemble de l'économie, mais qui sont aussi des vecteurs d'innovation dans notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de données, on a des outils qui permettent de l'exploiter. Et donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui permettent d'aller récupérer les données publiques d'inventaire de portefeuille, de panels de gérants qu'on a en effet préidentifiés. Une partie de notre métier, en effet, c'est plusieurs dizaines à chaque fois sur le marché américain, le marché européen? Vous le disiez, on a deux stratégies qui font l'objet de commercialisation au format fonds aujourd'hui. Par Arkéa IS, exactement, par notre partenaire, donc Fédéral Finance Gestion, avec qui on a lancé les fonds fin 2019. Au sein de chacune des stratégies, donc il y a un fonds action européen qui s'appelle IS Venn Collective Alpha Europe. On s'appuie sur un panel de 27 gérants. D'accord. Et un fonds action américain qui s'appelle IS Venn Collective Alpha US. On s'appuie sur un panel de 49 gérants. D'accord. Donc on va agréger en fait les données publiques de portefeuille de ces gérants pour construire des stratégies qui visent à exploiter l'intelligence collective de ces panels de gérants, finalement en investissant sur les plus fortes convictions communes de ces gérants très talentueux. Et effectivement, l'idée de le faire sur des large caps, par exemple, dans l'idée de générer de l'alpha, c'est pas ça, parce que souvent ce qu'on reproche aussi à la gestion active, c'est le fonds large cap Europe ou le fonds large cap US, qui a assez peu d'intérêt finalement par rapport à l'indice, par rapport au marché en tant que tel, avec en plus des concentrations énormes aujourd'hui dans les indices. Mais ce travail-là, on peut le faire sur des large caps. C'est tout à fait pertinent pour vous de le faire dans cet univers-là. On peut le faire sur des large caps. Alors l'avantage de l'approche, c'est qu'en fait, elle est réplicable à différentes échelles. C'est-à-dire que nous, on a commencé par le faire pour des large caps, pour faire la preuve du concept, mais on peut aussi le faire sur des small caps. On a commencé à développer des stratégies. En l'occurrence, donc les deux stratégies qu'on a lancées sont des stratégies large cap. L'avantage, c'est qu'en fait, elles sont concentrées sur 30 valeurs équipondérées. Donc, ça crée des stratégies très différenciées par rapport aux indices. On a des taux de différenciation qui tournent autour de 80-85%. C'est de la vraie conviction, quoi. Exactement. Et on a des raisons. On commence à avoir un historique qui est... c'est ça la question. 5 ans après, est-ce que vous avez réconcilié les investisseurs dans la 5e année, est-ce que vous avez réconcilié les investisseurs et la gestion active? En tout cas, pour ceux qui ont souscrit à ces produits. Alors, on a lancé les fonds en partenariat avec Fédéral, avec quelques millions d'euros sur chacun des fonds. Aujourd'hui, on a des encours cumulés qui se rapprochent des 120 millions d'euros. Donc, on a en tout cas une demande des investisseurs qui est présente, même si c'est encore confidentiel, mais ça se développe. Les résultats sont plutôt encourageants, c'est-à-dire que si on parle de performance absolue, en annualisé depuis qu'on s'est lancé sur la stratégie américaine, on tourne à un peu plus de 13% par an. Sur la stratégie européenne, à un peu moins de 12% par an. En relatif par rapport aux indices, alors on a des très bons résultats sur l'Europe. Ça nous classe, le fonds est classé parmi les tout meilleurs fonds européens en premier décile, quelque chose comme ça, puisqu'en fait on dégage par rapport aux indices européens une surperformance annualisée, donc net de frais, de près de 3 points par an. D'accord. C'est assez conséquent. Sur les US, on court un peu plus après l'indice, parce qu'en fait les marchés américains se sont concentrés sur quelques grosses valeurs. Nous, en étant équipondérés sur une trentaine de valeurs, forcément on est moins concentré sur ces gros poids lourds. Après, on a quand même des résultats qui sont tout à fait honorables au sein du panel de concurrents.
Merci beaucoup Pierrick, merci d'être venu évoquer pour nous ces nouveaux outils, cette innovation que vous avez apportée au marché à travers l'idée de l'intelligence collective, la finance comportementale et redonner de l'alpha à la gestion active. C'est quand même le sens de cette gestion de conviction. Pierrick Corbel, associé fondateur de Venn Capital, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.